Bonjour tout le monde, je m'appelle Salem Amamou, je suis professeur régulier en formation pratique à la Faculté d'éducation de l'Université de Québec à Montréal. Dans mon projet de recherche doctorale, je me suis intéressé à l'influence des pratiques d'accompagnement des enseignants associés sur le niveau de sentiment d'efficacité personnelle des stagiaires à gérer la classe. Donc, l'équivalent d'un enseignant associé ici au Québec, chez vous en Belgique, ça sera le maître de stage. Donc, premièrement, ça sera parce que la gestion de classe se trouve en deuxième rang parmi les facteurs qui expliquent le décrochage des nouveaux et nouvelles enseignants et enseignantes. Dans ce sens, je me suis dit, avant d'aller sur le marché de travail, quel est le niveau de sentiment d'efficacité personnelle des stagiaires finissants? Un autre élément de réponse, ça sera qu'il n'y a pas un consensus à savoir quelle est l'influence des pratiques d'accompagnement des enseignants associés sur le niveau de sentiment d'efficacité personnelle des stagiaires. Et comme on sait, un enseignant associé ou un maître de stage chez vous en Belgique, il a une influence importante. C'est la personne clé qui est toujours présente auprès du stagiaire et qui apporte un certain type d'accompagnement. Alors moi, je me suis dit, quel est le type d'accompagnement d'abord que les stagiaires reçoivent selon leur perception et comment ces types ou les différents types de pratiques d'accompagnement influencent leur niveau de sentiment d'efficacité personnelle à gérer la classe. Pour vous présenter les constats de ma recherche, je vais procéder objectif par objectif. Donc, pour le premier objectif de ma thèse, ça a été d'étudier le niveau de sentiment d'efficacité personnelle des stagiaires à gérer leur classe avant et après le stage. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que les stagiaires rapportent avoir un niveau d'efficacité personnelle élevé par rapport à la gestion de la classe, et ce, avant et après le stage. Donc, un premier constat, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est assez positif. Les stagiaires, avant d'entrer en fonction, vers la fin de la formation, ils ont un niveau d'efficacité personnelle élevé à gérer la classe. Par ailleurs, ce constat pourrait être interprété autrement. Le sentiment d'efficacité personnelle était très élevé, ce que ça pourrait démontrer une certaine surestimation de la part des stagiaires de leur niveau de sentiment d'efficacité personnelle. Et ce que la recherche ne dit par rapport à cela, c'est que cette surestimation de l'efficacité personnelle, elle pourrait être nuisible au développement professionnel des stagiaires. Et pour certains chercheurs ont même démontré que cela pourrait expliquer le décrochage des nouveaux enseignants. Pour ce qui est de mon deuxième objectif de recherche, je me suis intéressé à savoir comment les facteurs personnels, les facteurs liés à la formation ainsi que les facteurs liés au milieu de stage influencent le niveau de sentiment d'efficacité personnelle des stagiaires avant et après le stage. Donc, on avait plus qu'une dizaine de facteurs, mais aujourd'hui, je vais vous présenter certains facteurs que je trouvais intéressants de vous partager les résultats et leur influence sur le niveau de sentiment d'efficacité personnelle des stagiaires. Donc, le premier facteur qu'on a constaté que ça influence positivement le niveau de sentiment d'efficacité personnelle des stagiaires à gérer la classe, ça a été le niveau des expériences antérieures ou la durée aussi des expériences antérieures. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les personnes qui ont une expérience personnelle
ça influence positivement leur niveau de sentiment d'efficacité personnelle. Et encore plus, on a vu que les personnes qui ont une expérience antérieure de 3 ans et plus, ben, c'est ceux-là qui rapportent un niveau de sentiment d'efficacité personnelle élevé. Donc, on peut dire qu'une expérience antérieure de 3 ans et plus influence positivement le niveau de sentiment d'efficacité personnelle des stagiaires. Le deuxième facteur, ça a été le niveau d'expertise dans la matière enseignée. Ce qu'on voyait, c'est que les personnes qui ont un niveau d'expertise élevé dans la matière enseignée, ben, ils sont efficaces à gérer leur classe. Un troisième facteur, ça sera le niveau de compétence des personnes enseignantes associées à gérer la classe. Ce qu'on voyait, c'est que les stagiaires qui percevaient que leurs personnes enseignantes associées sont compétentes, ben, ça influence positivement leur niveau de sentiment d'efficacité personnelle à gérer la classe. Et enfin, ça sera le dernier facteur, ça sera le nombre d'activités reçues dans la formation universitaire liées à la gestion de classe. Ce qu'on constatait, c'est que les personnes qui ont eu une formation, plus que 2 cours ou activités pédagogiques liées à la gestion de la classe, ben, ils rapportaient un niveau de sentiment d'efficacité personnelle élevé à gérer la classe. Maintenant, pour ce qui est de mon troisième objectif, donc il consistait à étudier l'évolution du niveau de sentiment d'efficacité personnelle des stagiaires à gérer la classe durant un stage long. Donc, on a mesuré, je vous rappelle, le sentiment d'efficacité personnelle avant le stage, après le stage pour les étudiants de 3e et de 4e année. Et ce qu'on constatait, c'est qu'il y a une évolution positive et significative du niveau de sentiment d'efficacité personnelle des stagiaires à gérer la classe. Maintenant, pour ce qui est de mon 4e objectif et le 2e volet de ma recherche qui porte sur les pratiques d'accompagnement et l'influence de ces pratiques sur le niveau de sentiment d'efficacité personnelle des stagiaires à gérer la classe. Donc, premièrement, pour l'objectif 4, on a demandé aux stagiaires de rapporter leur perception par rapport, avant le stage, des pratiques d'accompagnement souhaitées et après le stage, des pratiques d'accompagnement reçues. Mais ça reste toujours des perceptions, je rappelle. Avant de vous partager les résultats, j'aimerais d'abord vous faire part du cadre théorique qu'on a adopté pour pour atteindre ce 4e, puis par la suite, je vais vous présenter le 5e objectif. Pour les finalités de ma recherche, donc on avait validé une typologie des pratiques d'accompagnement. Donc ce qu'on avait fait, on est parti d'abord de la typologie des pratiques d'accompagnement de Brûlé. Il les appelle aussi les styles de supervision. Donc Brûlé, il classe les différents styles aux pratiques d'accompagnement selon 3 types. Donc directive, semi-directive et non-directive. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on est parti ou on a créé un questionnaire qui était composé d'une centaine d'énoncés. Et on est allé le soumettre une première fois à des experts. Donc, on a diminué le nombre des énoncés. Par la suite, on est allé le soumettre aussi à des étudiants. On a encore une fois diminué un certain nombre des énoncés. On est arrivé vers une trentaine d'énoncés. On avait passé ce questionnaire à plus de 300 étudiants. Et donc, on avait fait ce qu'on appelle une validation empirique pour y arriver avec un questionnaire composé de 19 items que j'ai utilisés dans le cadre de mon doctorat et qui nous a permis, cette démarche-là, de créer notre propre typologie. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater dans cette typologie? Donc, premièrement, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a 3 types de pratiques d'accompagnement
Et ils ne sont plus des pratiques directives, semi-directives ou non directives, mais c'est un mélange dans chacune des facteurs de ces types-là. C'est un mélange de différents types de pratiques. Donc, ça pourrait être autant directive, non directive, mais semi-directive. Donc, le premier facteur, comme vous pouvez le constater, on l'a appelé situer le stagiaire au départ de son développement comme enseignant. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a autant des pratiques non directives, directives ou semi-directives également. Donc, ce premier type de pratique, donc, ça permet à faire une sorte de diagnostic auprès du stagiaire. Lorsqu'on accueille un stagiaire dans notre activité pour l'accompagner. Donc, premièrement, on va faire un diagnostic. Ça peut être un diagnostic cognitif, à savoir, il est rendu où dans le développement de ses compétences professionnelles, il est rendu où dans le développement de ses connaissances. Ça peut être aussi d'ordre personnel, affectif, idéologique, puisque comme vous savez, lorsqu'on accompagne un stagiaire, on rentre en relation avec lui. Donc, c'est important de faire ce type de diagnostic-là. Le deuxième type de pratique d'accompagnement, ça sera de proposer une structure à l'agir du stagiaire. Donc, vous voyez, il y a autant des types de pratiques directives que intermédiaires. Donc ici, ces types de pratiques-là permettent entre autres de mettre un cadre sécurisant pour les stagiaires, de même ordre que n'importe quel apprenant qui a besoin d'un certain cadre pour avoir une certaine sécurité. En effet, il y a d'autres, entre autres aussi certains stagiaires qui ont besoin de plus de directivité pour les aider à atteindre leurs objectifs de stage, par exemple. Mais nous aussi, pour respecter certaines exigences en termes d'accompagnement ou en termes de formation, il faut entre autres mettre certains cadres ou certaines structures. Donc, c'est là où on peut faire appel à ce type d'accompagnement. Et le dernier type de pratique d'accompagnement, c'est de donner un sens à l'expérience du stagiaire. Donc, dans ce sens-là, on va amener le stagiaire à réfléchir sur sa pratique. Donc, c'est là où il faut l'amener à analyser sa pratique, mais à réfléchir là-dessus. Aussi, ce type de pratique d'accompagnement nous envoie l'idée que la posture d'accompagnateur aussi, c'est une posture de tuteur. Donc, l'accompagnateur, ce n'est pas celui qui détient le savoir, excusez-moi, mais c'est celui qui permet à l'autre de le faire émerger ce type de savoir-là. Par quoi? Par la réflexivité et la réflexion. Donc, dans le quatrième objectif, on avait demandé à stagiaire quel type de pratique d'accompagnement il souhaite avoir avant le stage. Donc, ce qu'il nous avait dit, c'est qu'il souhaite premièrement recevoir des pratiques qui les situent au départ de leur développement professionnel comme enseignant, donc le premier type. Ensuite, il souhaite avoir des pratiques qui proposent une structure à leur agir, donc le deuxième type de pratique. Et troisièmement, la troisième type de pratique qu'ils ne souhaitent pas avoir ou qu'ils souhaitent moins avoir, c'est de donner du sens à leur expérience. Donc c'est là où c'est de les amener à réfléchir sur leur pratique, donc il y a moins ça. Maintenant, pour ce qui est de notre cinquième objectif, et qui consiste à voir l'influence des pratiques d'accompagnement sur le niveau de sentiment d'efficacité personnelle des stagiaires à gérer la classe, ce qu'on avait constaté, c'est que, suite à des analyses factorielles par correspondance, c'est qu'un niveau de sentiment d'efficacité personnelle élevé en gestion de la classe a été associé à des pratiques d'accompagnement qui combinent minimalement deux des trois types de pratiques d'accompagnement que je vous ai présentés précédemment. Ce qui nous envoie comme message ce résultat, c'est qu'il n'y a pas des pratiques d'accompagnement
idéal, mais il faut plutôt varier et combiner les différents types de pratiques d'accompagnement en fonction des besoins du stagiaire.